Bienvenue sur Monde Multipolaire. Aujourd'hui, nous allons analyser une vidéo d'Andrei Martianov datée du 5 juin 2026. Et je dois vous dire d'emblée, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple mise à jour militaire. C'est un diagnostic d'époque. Un diagnostic brutal, parfois provocateur, mais qui repose sur des fondations analytiques solides que nous allons décortiquer ensemble. Martianov ouvre sur deux sujets qui semblent distincts au premier regard. L'utilisation annoncée de l'Arachnik, le missile hypersonique russe à très haute capacité de pénétration, contre les centres de décision en Ukraine, et la situation sur le terrain autour de Zaporijia, de Soumy et de Konstantinivka. Mais en réalité, ces deux sujets sont les deux faces d'une seule et même réalité. La Russie est en train de terminer méthodiquement une opération militaire que l'Occident avait présentée comme une aventure condamnée à l'échec rapide. Permettez-moi de replacer cela dans son contexte historique, ce qui signifie comprendre pourquoi ce conflit ne ressemble à aucun autre depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1991, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, une génération entière d'analystes occidentaux a conclu, à tort, que la Russie avait cessé d'exister en tant que puissance militaire sérieuse. Cette conviction a structuré toute la politique de l'OTAN pendant 30 ans. C'est une erreur de calcul qui se compare, dans ses conséquences, à la sous-estimation de la Wehrmacht par l'état-major français en 1939 ou à la sous-estimation des capacités de l'armée rouge par Hitler à partir de 1942. Les erreurs de perception stratégique coûtent cher, très cher. Ce que Vladimir Poutine a déclaré au Forum économique international de Saint-Pétersbourg et que Martianov commente avec son ironie habituelle sur l'Arachnik et les Granges, ce qu'il appelle ironiquement les cibles précédentes. C'est en réalité un avertissement adressé directement aux conseillers de l'OTAN présents sur le territoire ukrainien. Il ne parle pas de tactique, il parle de doctrine. Il dit « Nous savons où vous êtes, nous savons ce que vous faites, et nos outils ont désormais la capacité de vous atteindre dans n'importe quel sous-sol bétonné. » Et c'est là où la dimension factuelle devient sûrement glaçante pour quiconque connaît l'histoire des arsenaux modernes. L'Arachnik n'est pas un missile de croisière ordinaire. C'est un système hypersonique à corps planant qui combine une vitesse de l'ordre de 10 Mach en phase terminale avec une capacité de manœuvre qui rend les systèmes d'interception actuels Patriot, THAAD, Arrow 3 quasiment impuissants. Le précédent que l'on peut invoquer ici, c'est le déploiement des V2 par l'Allemagne nazie en 1944. À l'époque, les Alliés ne disposaient d'aucun moyen d'interception. La différence, c'est que l'Arachnik est infiniment plus précis et infiniment plus puissant. Voilà pourquoi cette vidéo mérite votre attention totale. Nous allons l'analyser segment par segment, en croisant les données avec des sources que vous pouvez vérifier vous-même, Reuters, Bloomberg, le CSIS, les rapports du Pentagone eux-mêmes, et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai ma lecture complète de ce que tout cela signifie pour les mois à venir. Restez avec nous. Gouvernement, je suis fermement en désaccord avec l'idée que le Congrès se contente de céder à ce que veut Netanyahou. C'est dans notre intérêt. Maintenant, je suggérerais, et cela m'est venu à l'esprit ce matin, que nous devrions faire la même chose avec l'Ukraine, car l'Ukraine est un autre partenaire qui doit se battre et apprendre. Nous devrions développer la technologie des drones, la technologie anti-drone, la technologie anti-missile. C'est un partenariat qui profite à l'Amérique, à tout un ensemble.
Bienvenue à tous, c'est encore moi. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin 2026 et c'est vendredi. Dieu merci, c'est vendredi. Bon, par où commence-t-on ici? Et vous voyez au début toutes sortes d'événements se produire sur la ligne de contact des combats dans ce qu'il reste de l'Ukraine. Mais je veux commencer par une chose qui, eh bien, comme vous pouvez le voir vous-même, Vladimir Poutine parlait hier. Aujourd'hui, il a prononcé un très grand discours lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Eh bien, le SPIF, comme nous l'appelons tous. Et il parle de quelque chose dans son style classique, semi-ironique et désinvolte de Poutine. Et cela concerne l'arsenic. Et c'est le signal pour toutes ces personnes du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Allemagne et d'autres encore, qui se cachent derrière, vous savez, c'est le modus operandi de l'OTAN, se cacher derrière le dos des civils. C'est ce qu'ils savent vraiment bien faire. Ils ne savent pas se battre, ils savent en fait mener des actes de terrorisme. Et par terrorisme, j'entends des attaques contre les civils, comme vous l'avez vu vous-même dans la dernière vidéo. Et tout cela fait la une des journaux. Ils attaquent des jardins d'enfants, des écoles, vous savez, des collèges et ce genre de choses. C'est ce qu'ils font. Ils ne sont bons à rien d'autre. Et Vladimir Poutine s'adressant à un public hier, il en parle, comme je l'ai déjà dit, avec son ton classique, ironique, en disant « Oui, nous avons juste utilisé 3 fois auparavant, nous avons utilisé de l'arsenic, c'était des tests, ce qui était effectivement le cas. Et nous entendons quelques bombes. » Et c'est encore une fois ironique, et bien sûr immédiatement, toutes sortes de perdants des médias et autres disent « Oh oui, il rate, il touche des granges. » La grange était évidemment une hyperbole, si tu veux, ou un euphémisme pour, eh bien, Yuzhmash a été pratiquement démoli et c'est l'une des plus grandes entreprises du monde. Et donc la question ici, c'est qu'il a dit, nous connaissons maintenant les capacités de l'arsenic et nous allons maintenant l'utiliser contre, eh bien, les villes. Et c'est un moment vraiment crucial. Comme vous le savez tous ces gens du MI6, de la CIA, tous ces types de l'OTAN qui pensent pour une raison quelconque qu'ils peuvent mener la guerre et assurer le contrôle opérationnel de ce qu'il reste de cette force terroriste internationale ukrainienne là-bas, ils pensent qu'ils ont été en sécurité, relativement en sécurité, malgré le fait que vous l'avez vu vous-même la dernière fois, et je l'ai montré, c'est maintenant disponible partout dans le monde, comment le zircon atteint ses cibles. Et c'est une dévastation. Mais quand l'arsenic arrive avec son énorme capacité de pénétration, même sans pratiquement aucun type d'explosif, maintenant, ils seront utilisés avec des explosifs. Et cela va augmenter ce qu'on appelle la létalité. Mais les Russes ont vraiment un meilleur mot que létalité. Ils appellent ça moguchestvo, la puissance, la force de l'arme. Ça va pénétrer tous ces bunkers, toutes ces choses qui sont cachées. Et les Russes le savent très bien. Ils ont un excellent renseignement, surtout grâce aux satellites, sur tous ces bunkers. Donc, ils seront tués là-bas. Et cela va continuer. Et comme vous l'avez vu vous-même, c'est ce à quoi ça ressemble maintenant et pratiquement tous les jours dans le métro de Kiev. La dernière fois, quand il y a eu ce qu'ils ont appelé la vengeance, ce n'est pas vraiment évidemment, c'est une frappe de vengeance et des choses de ce genre. Mais les Russes développent leur monde comme cela a déjà été déclaré par de nombreux hauts responsables militaires et politiques russes. Leur frappe systémique et continue sur Kiev jusqu'à ce que tous les centres de décision soient anéantis. Tous ces conseillers de l'OTAN fuiront ou seront tués. S'ils ne sont pas tués, ils seront traqués car ils ne sont rien d'autre que des terroristes. C'est ce qu'ils sont et ils contrôlent essentiellement ces attaques terroristes. Je ne parle pas évidemment de ces. Gardez à l'esprit il devrait y avoir une distinction très stricte. Par exemple, si l'Ukraine attaque ce qui est l'OTAN, disons-le ainsi,
Ils attaquent quelque chose comme, vous savez, une raffinerie. Oh, eh bien, ce n'est pas agréable, mais c'est un peu, vous savez, oui, c'est une sorte de cible militaire. Quand ils commencent à attaquer les dortoirs, les jardins d'enfants, les bus de passagers, les trains de passagers, alors là, c'est du terrorisme. C'est aussi simple que ça. Et c'est la seule chose dans laquelle l'OTAN est bonne et essentiellement ce qui se passe, et c'est pourquoi, par exemple, ma vidéo d'aujourd'hui s'appelle Carte. Nous allons jeter un œil à ce qui se passe sur la ligne de front. Pourquoi il y a cette vague de ces vauriens? C'est de la racaille humaine. Tous, sans exception. Surtout les rédactions de tous ces médias occidentaux qui non seulement mentent, mais créent carrément un univers alternatif, un récit alternatif, parce que c'est la seule chose qui leur reste, parce qu'ils ont, eh bien, avec les Guardians, pardonnez-moi l'expression, demandé la charité ou tweeté dans cette opération militaire spéciale et ils ont été complètement démilitarisés, peu importe comment ils, vous savez, frappent leur poitrine du poing et, vous savez, brandissent leur poing contre la Russie. Ils n'ont ni les ressources ni les capacités pour mener quoi que ce soit dans un véritable conflit ouvert, comme cela a évidemment été démontré aussi par cette agression d'Israël, c'est, vous savez, deux frères, Israël et les États-Unis contre l'Iran. Et alors qu'avons-nous? Des cartes, n'est-ce pas? Allons-y. D'abord, puis nous discuterons d'autres choses et je ferai une vidéo séparée sur la conclusion de ce Forum économique international de Saint-Pétersbourg parce qu'il s'y passe beaucoup de choses intéressantes et elles ne seront tout simplement pas rapportées par les médias occidentaux, point final. Les médias occidentaux sont une machine de propagande. La plupart de ces gens devraient être poursuivis par le tribunal international pour crimes de guerre. Le journaliste moyen ou membre de rédaction de l'Économiste, du Times ou de CNN est un criminel de guerre. Retenez bien cela. C'est pour cela que ça s'appelle carte. Allons-y. Alors, allons d'abord à la situation intéressante. Voici un des exemples. Vous voyez ce type? Son nom de code était Jackal. Il s'appelle Pedro Rodriguez. Comme vous pouvez le voir vous-même, il vient d'Espagne. Voilà un autre corps. Ce qu'ils font, ceux qui sont tués, ces soi-disant volontaires, ce sont essentiellement des nazis. Et donc, il avait été, eh bien, déterré par les Russes parce qu'il était caché, parce que, eh bien, voilà. Ceci est son document ukrainien, en gros, enfin, son identification, et c'est pour vous montrer à quel point nos pauvres enfants en Europe sont sensibles parce qu'ils ne veulent en fait pas connaître les Espagnols, car ils sont tellement sensibles qu'il y en a en fait beaucoup parmi eux qui ont été tués. Il est remarquable qu'il y ait de nombreux Espagnols qui combattent du côté russe, et ce sont des gens respectables, courageux. Mais cette racaille, elle va en Ukraine pour tuer des Russes, et puis soudainement, ils sont tués. Et parce que, par exemple, les gens qui combattent contre les nazis en Espagne, eux sont considérés comme des criminels. Ces types-là, oh non, vous ne pouvez pas dire, vous, au public espagnol, que, eh bien, ce sont des criminels, ils ont été tués et, oh mon Dieu, nous subissons des pertes. Eh bien, il y aurait évidemment une réaction très défavorable, pour le dire gentiment. Mais voici un exemple de cela. Maintenant, nous allons passer aux pertes des forces armées ukrainiennes. Comme vous pouvez le voir par vous-même, ces pertes sont en augmentation et je vais vous expliquer pourquoi elles augmentent ainsi. Et encore une fois, gardez à l'esprit, je le répète pour que vous compreniez, ces chiffres, ce qui est rapporté ici, c'est uniquement ce que les Russes peuvent physiquement compter. Compter sur la ligne de contact du combat. Point final. Tout le reste qui se passe même à l'arrière tactique, les Russes savent que c'est pratiquement le double, parfois le triple de ce chiffre qui est tué, mais ils ne les comptent pas. Ils ne les comptent pas parce qu'ils savent que nous avons frappé quelque chose avec un Iskander ou un autre type de tir à longue portée et qu'ensuite vous avez par exemple un bataillon qui est littéralement démantelé. Les Russes ne le comptent pas. Mais malgré tout, vous pouvez le voir par vous-même, c'est 1400. Mais pourquoi ai-je mis en avant ces drones?
Les drones seuls, ne vous y trompez pas, ce ne sont que des drones. Qui sont des drones? Depuis le début de l'opération militaire spéciale, ce sont 156 058 drones qui ont été abattus. D'abord, ce chiffre dépasse l'entendement de quiconque au Pentagone, où, vous savez, ils n'ont tout simplement aucun point de référence. Mais la raison pour laquelle je l'ai mis en avant, c'est pour le calcul de base. Prenons ce chiffre. Prenons-le, ou disons, et même plus que ça, 70 000. D'accord, disons que 70 000 drones ont été abattus, pas par des hélicoptères, pas par ce qu'on appelle les groupes mobiles de tir, pas par d'autres moyens d'interception et d'élimination des drones. Mais oui, à peu près la moitié, à peu près, disons que 70 000 ont été abattus par les complexes de défense aérienne russes, allant de toutes sortes de systèmes comme le Pantsir, le Tor M1, le Buk M2 et toutes sortes de choses de ce genre. Cela signifie que les Russes ont utilisé au moins 70 000 missiles de défense aérienne, ce qui est, eh bien, vous comprenez, de toutes sortes, allant des missiles plus ou moins coûteux du type Buk M2 à tous ces missiles du ZRCK, Pantsir S1 et Tor M1. Et vous pouvez voir qu'ils ont constamment travaillé sur ces systèmes de défense aérienne. Cela signifie que la Russie, en 4 ans, a produit au moins, en réalité, le chiffre est 2 fois plus élevé, 70 000 missiles de défense aérienne. C'est au-delà des capacités de l'ensemble de l'OTAN réunies, même pas dans le même univers, et c'est en fait, eh bien, comment dire cela poliment? C'est en fait bien plus qu'un ordre de grandeur si l'on regarde réalistement les chiffres, c'est supérieur à ce que les États-Unis et leurs vassaux en Europe peuvent produire. Et cela devrait vous donner une certaine idée de, eh bien, l'ampleur de ce qui se passe là-bas. Et c'est pour ça que, par exemple, un imbécile du Wall Street Journal ne peut pas comprendre ce qui se passe parce que l'économie russe doit s'effondrer. Non, ce n'est pas le cas. Et des gens, eh bien, Candace Owens est maintenant à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et beaucoup d'autres personnes voyagent là-bas, et ils disent « Oh mon Dieu, tout est magnifique ici ». Eh bien oui, évidemment, c'est un film de Mosfilm. Évidemment, les Russes font semblant, n'est-ce pas? Non, il s'est avéré que la seule propagande, disons que la colline brillante de la ville brillante sur la colline de la propagande existe maintenant aux États-Unis et en Europe. C'est la seule chose qu'ils font. Ils présentent là-bas, je veux dire, cet édifice terne qui s'effondre en termes de démocratie et de ses réalisations, oui. Mais la réalité, c'est que l'économie américaine est fichue. L'Europe, économiquement, est en train de sombrer. Mais cela nous amène en fait à la principale cause de l'heure, cette hystérie, et au fait qu'ils mentent ouvertement là-bas, disant que les Russes perdent du terrain alors qu'en réalité, les Russes en gagnent. Ce n'est pas qu'ils le veuillent, mais comme Vladimir Poutine l'a déclaré dans son discours, eh bien, l'Ukraine sera complètement dénazifiée. Cela signifie que l'Ukraine cessera probablement d'exister en tant que pays. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Alors, qu'avons-nous ici? Allons voir chez nos grands amis Marat Kairoulin et le colonel Popov. Et jetons un œil, par exemple, à Zaporizhia. Oh mon Dieu, oui, comme vous pouvez le voir vous-même, les Russes perdent tellement de terrain qu'ils sont maintenant aux abords de Zaporizhia. Et si vous regardez la carte, le mouvement est constant. Donc, ils prennent le terrain. Vous voyez cette chose orange et cette chose jaune, donc, et leur front est très actif. Mais c'est une autre chose qu'il nous faut souligner. Voici leurs déclarations qui sont du plus haut niveau des autorités russes. Et contrairement au Pentagone, les Russes ne mentent pas. Et donc, comme vous pouvez le voir vous-même, nous avons la situation avec l'oblast de Soumy. Les proches des soldats de cette 101e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes cherchent à ce que leur commandant se retire de l'encerclement près de Soumy. Les agences russes d'application de la loi
l'ont déclaré à Raya News. Dans le district de Choska, les proches des soldats du 68e bataillon séparé de la 101e brigade tentent d'obtenir la défense territoriale auprès du commandement et de la direction du ministère de la Défense de l'Ukraine. L'évacuation de leurs proches encerclés par nos troupes sans soutien, a déclaré leur interlocuteur à l'agence, ajoutant que les Russes ont coupé leur logistique. Et oui, ce bataillon est aussi bon que cela. Et il y a une autre chose qu'il rapporte également. Sur le front de Kupiansk, la situation est intéressante. 2 brigades de marines ukrainiennes n'arrivent pas à boucher les trous de la défense de Kharkiv, selon les services russes via RIA Novosti. Quand ils disent agence de sécurité, c'est une traduction pour les organismes de pouvoir incluant le ministère de la Défense. Les 36e et 39e brigades de marines ukrainiennes transférées vers Monastyrivka et Neozvalovka ne peuvent ni changer la situation ni combler les brèches. D'autres cas de fuite des positions ont été rapportés. Et pourquoi est-ce important? Laissez-moi vous montrer quelque chose à propos de tout ce truc concernant, en gros, ce qu'on appelle Neshvalodovka et Monashinovka, la carte. Et si vous regardez cette carte, une carte physique, comme vous pouvez le voir vous-même, c'est à propos de... Oui, c'est exact. Il s'agit d'un secteur d'environ 10 km de large, si vous voulez, de front. Et les Russes sont en fait, comme vous pouvez le voir vous-même, les Russes contrôlent totalement Kupiansk. Et Kupiansk et Neshvalodovka sont séparés d'environ 3 km et demi ou 4 km et demi, selon comment vous comptez. Et maintenant, les Russes commencent à essentiellement percer cette ligne. C'est pourquoi ils envoient toutes ces brigades, qui seront évidemment anéanties. Et si vous regardez la carte des altitudes, par exemple, de cette Neshvalodovka et de Monachinovka, la voici. Comme vous pouvez le voir vous-même, Kupiansk est entouré en rouge. Et dans le cercle rouge également, il y a approximativement pour ainsi dire, une représentation colorée des altitudes. Vous pouvez le voir vous-même, les Russes attaquent et développent leur offensive depuis un terrain assez bas, alors que ce secteur est... Et c'est pourquoi la dernière chose à laquelle ils peuvent s'accrocher, c'est en fait une zone surélevée jusqu'à une altitude allant jusqu'à 200 mètres. Si vous regardez, par exemple, l'altitude de Monashinovka, la voici, vous pouvez le voir immédiatement. Et c'est ce que j'ai entouré, c'est la ligne de l'altitude de 200 mètres. Le reste est également couvert par une sorte de forêt ou de segment forestier. Ils ont aussi une voie ferrée critique qui longe cette ligne. Et traditionnellement, en sciences militaires, il est bien préférable de, vous savez quoi, se défendre lorsque, vous savez quoi, on est assis sur les hauteurs. Eh bien, c'était vrai, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est évidemment vrai. Mais évidemment, en tenant compte du fait que ce dont je parle constamment à propos de ce que font les Russes, et vous pouvez voir par vous-même ce que les Russes parviennent réellement à accomplir en utilisant toutes sortes de drones, et vous savez, des choses de ce genre. Et bien sûr, des barrages constants et incessants d'artillerie qui constituent la principale force de frappe. Donc c'est cet avantage en réalité est en quelque sorte, vous savez quoi, atténué si vous voulez, et donc, mais malgré tout, si vous devez aller vous battre en montant, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'à un moment donné, vous vous faites tout simplement tuer là-bas. Et peu importe combien de troupes vous envoyez dans ce hachoir à viande, vous allez vous faire tuer. Et peu importe combien il vous reste, parce que les Russes en ont bien plus. Et vous l'avez vu vous-même, juste pour comparer le nombre de missiles de défense aérienne des deux côtés. Je veux dire, et encore une fois,
Vous ne pouvez pas expliquer cela à un général du Pentagone ou, vous savez, encore moins à un, vous savez, clown venu d'Europe avec un gros cul de pomme, ce qu'est vraiment une production industrielle militaire massive. Donc, ils vont se faire tuer. Ils vont essentiellement être balayés. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et cela a été affirmé sans aucune ambiguïté lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, y compris par M. Poutine. Et ce n'est pas seulement, en fait, eh bien, encore une fois, les médias occidentaux, c'est de la poubelle, ce sont des ordures humaines et ce sont des criminels de guerre. Mais donc, ils ne rapporteront jamais rien de ce genre. Analysons les cartes de plus près. Voici Konstantinovka, désormais en mouvement en tenaille. C'est l'ancienne carte et elle est pratiquement et totalement encerclée. Et dans la science militaire classique, vous savez, l'art opératif, la trahison, si vous voulez, on ne ferme pas complètement l'encerclement. Les Russes peuvent fermer complètement l'encerclement, mais ils n'y sont pas obligés, car ils préfèrent laisser une ouverture afin de, eh bien, en gros, permettre ou laisser ces rats s'enfuir sans provoquer de pertes inutiles du côté russe. L'autre, en gros, comme vous pouvez le voir vous-même, le chaudron de la 187e brigade et de la 180e brigade, ils sont complètement encerclés, comme vous pouvez le constater. Et oui, ils seront anéantis. Donc, Konstantinovka se développe extrêmement bien et c'est aussi la situation à Bachevsk dans la région de Soumy. Et oui, les Russes avancent sur toute la longueur du front, ce qui est, eh bien, complètement, enfin, en gros, totalement occulté, complètement, vous savez, caché au public occidental par les médias traditionnels. On reconnaît ces soi-disant experts militaires qui n'en sont pas, mais qui se contentent de diffuser la propagande ukrainienne sur YouTube. Tous ces soi-disant chroniqueurs militaires, ou peu importe comment s'appellent ces, vous savez, ces chaînes avec des gens qui n'ont jamais servi un seul jour dans les forces armées, et encore moins qui possèdent une formation académique et une expérience appropriée, bref, qui n'ont fondamentalement aucune base pour développer une compréhension critique des opérations. Et comme je l'ai répété sans cesse, les opérations sont difficiles. Il y a beaucoup de physique, de mathématiques, de théorie des probabilités et ce genre de choses qu'il faut réellement connaître et comprendre comment cela s'applique et comment cela influence la planification opérationnelle. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais, moi? Donc, nous allons maintenant continuer avec le développement des événements sur le front. Donc, nous avons cette situation. Ah oui, il y a Reuters. Oh mon Dieu, un drone marin s'autodétruit dans le port roumain de Constanta après que l'Ukraine a déclaré que la Russie avait brouillé les navires. Bien sûr, la Russie a brouillé les navires. Et donc, un drone maritime s'est autodétruit vendredi dans le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, près d'un terminal pétrolier, sans faire de victimes, alors que l'Ukraine accusait la Russie d'avoir brouillé l'un de ses navires avant qu'il ne dérive dans les eaux roumaines. Oui. Je suis désolé, la Roumanie. Tu vas en avoir encore plus. Et en fait, à un moment donné, eh bien, ces salauds du MI6 pourraient même, eh bien, organiser une sorte de faux drapeau pour t'entraîner dans ce hachoir à viande et, en gros, te tuer. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Ils savent comment se cacher derrière les autres. Le problème, bien sûr, c'est que, vous savez, la Roumanie n'a pas les ressources pour faire quoi que ce soit à ce sujet et ils sont tellement désespérés. Mais vous savez quoi? C'est le prix à payer quand on est voisin de cette Ukraine. Donc, et Lavrov a été, je veux dire, aussi direct que d'habitude. Il dit, oui, la guerre de Biden est devenue la guerre de Trump. Absolument. C'est la guerre de Trump. Lavrov a raison car Trump pouvait clore le conflit ukrainien via ses propres propositions. Le ministre russe a dit à RT que la position américaine rejoint celle de l'UE, une posture insensée rendant son ambition de médiateur pour arrêter les combats vaine. Bien sûr. C'est un homme creux. C'est une coquille vide. C'est un lâche narcissique et maintenant il souffre de démence.
Donc la seule bonne chose, c'est que la Russie continue à jouer avec lui, à l'exposer, lui et son administration, comme n'étant rien de plus que, vous savez quoi, de grandes gueules, comme des gens comme Narco Rubio, qui ne comprendraient même pas la première chose à propos de la guerre, hein, mais qui font toutes ces déclarations sans rien y connaître. Ils ne comprendraient même pas les choses les plus élémentaires sur ce qu'est la guerre. Et donc, le genre de, vous savez, la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr M. Medvedev. Et nous savons qui est M. Medvedev, évidemment, ancien président et vice-président du Conseil de sécurité de la Russie. Et voici comment il s'exprime. C'est tiré de son site officiel. C'est partout et c'est ce qu'il faut comprendre, surtout dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Et il dit, il n'y a aucun changement sur le front occidental. Les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre la Russie et la fourniture d'armes à Kiev. Les Européens gays continuent de nourrir les appétits militaires des jeunes nazis chocles avec leur poitrine nageuse. Et il parle du politicien polonais et du fait qu'il a récemment évoqué les relations étranges entre les pays de l'UE et l'Ukraine de Bandera. Ils disent que c'est la première fois dans l'histoire de la finance internationale que des États qui veulent aider, au lieu d'accorder un prêt, s'endettent eux-mêmes, transfèrent une aide inconditionnelle et irrévocable et assument le fardeau du remboursement du prêt. Non, la Pologne. Vous aussi, vous serez forcé, contrairement à l'évidence, à l'opinion de la majorité de la population polonaise, qui se souvient des atrocités et du génocide de Bandera et de ses sbires, qui, vous savez, ont commis contre la population polonaise en Volhynie et lors du massacre de Volhynie. Mais votre élite politique va vous trahir. Et donc, si quelqu'un pense que la Pologne a son mot à dire, eh bien, j'ai un pont à vous vendre. Alors, Polonais, préparez-vous. Et c'est vrai, mais pas du tout par amour pour les militaires ukrainiens. Oh, il n'y a qu'une seule raison, la haine profonde des élites occidentales envers la Russie, envers toi et moi. Absolument. Washington, D.C. me déteste, par exemple, parce que, comme Stas Krapivny l'a justement dit, quand nous parlons, nous sommes des gens bizarres. Les Russes, tu sais, et les slaves en général, tu sais, les idées pures de ces crétins primitifs qui sont produits chaque année parmi les diplômés de l'Ivy League, en fait, nous sommes des sous-humains, mais nous sommes blancs. Nous avons les yeux verts et bleus, et donc ce sont des choses bizarres, tu sais. Ils ne peuvent pas gérer cela, et bien sûr, ils détestent ces, tu sais, Russes et Ruskis, tu sais, qu'ils n'arrivent pas à vaincre pour une raison quelconque. Tu ne peux pas. Je veux dire, Washington, D.C. est pathétique comparé aux capacités de l'Europe unifiée en 1941. Tu sais comment tout cela s'est terminé. Et donc, par conséquent, nous devons cultiver une qualité en nous-mêmes, dit Medvedev, sans hystérie ni autoflagellation. Nous ne pouvons faire confiance aux élites occidentales en rien. Elles ne doivent jamais être admirées. Elles doivent être froidement méprisées. Eh bien, j'ai du mépris pour n'importe quel professeur de l'Ivy League. Certains, et un exemple de cela venant de Stanford, un imbécile, tu sais, Mike McFaul, ou des gens issus de tous les coins de leur gouvernement qui, je veux dire, ils ne savent littéralement rien. Ce sont des ignorants, des abrutis conditionnés. Et donc, oui, ce n'est pas c'est du mépris, en fait. Et après tout, ils sont riches et envieux. Exactement. Ils sont faibles et trompeurs. Absolument. La faiblesse des États-Unis a été exposée au grand jour ces 4 dernières années. Ils ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent pas accepter le fait que vous n'êtes pas la meilleure force de combat de tous les temps. Vous ne l'avez jamais été. Ils ne sont pas aussi bons qu'ils le faisaient croire que l'économie américaine en réalité, alors qu'elle se contracte en termes réels, et la seule croissance vient de toutes sortes d'inflation des prix. À propos de l'Europe, c'est tout ensemble. C'est là que, je veux dire, c'est un terrain de jeu pour les satanistes. Et donc, ils parlent correctement. Ils sont laids et jaloux. Je ne vais pas utiliser ici les exemples de l'enlaidissement complet de
Les Américains étaient autrefois de belles personnes. Si, croyez-moi, je sais. J'ai vécu dans ce pays pendant plus de 30 ans et je me souviens bien, ce n'est pas seulement Hollywood. Il y avait un sentiment différent, surtout quand on regarde attentivement toutes sortes de vieilles vidéos, vous savez, qui étaient déjà disponibles à la fin des années 70, à partir des années 80, quand tout le monde a commencé à filmer leur vie, vous savez, avec toutes ces caméras et VHS, tous ces petits extraits de la vie américaine. Vous, re- vous regardez ça et c'est comme, mon Dieu, c'est comme s'ils avaient tué la nation. Ils ont tué toute la nation. C'est devenu absolument laid. Vous regardez aujourd'hui, je veux dire, n'allons pas là, d'accord? Vous voyez de quoi je parle. On a ces gens tatoués, percés, laids, qui courent partout et prétendent que c'est normal. Et ce n'est qu'une partie du problème. Donc oui, Medvedev a absolument raison. Et voici quelque chose de très intéressant qui est lié en fait, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg où, mon Dieu, il y a des entreprises allemandes présentes. Et il y avait un article aujourd'hui dans FLAD et il a été republié ailleurs, disant que cela a provoqué leur propre mission de reconnaissance en Russie, ces entreprises allemandes. Je ne sais pas si la Russie a vraiment encore besoin de ces entreprises allemandes. Leurs relations entre la Russie et l'Allemagne ont été complètement détruites. Et ces gens à Berlin qui ne les comprennent pas, et surtout après cette humiliation de cette imbécile qui est la présidente de, peu importe, l'Assemblée générale des Nations unies, cette Annalena Baerbock. C'est une cruche sans même une éducation sérieuse. L'Allemagne s'est vue refuser en fait le siège au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre temporaire. Et que puis-je dire? Je ne pense pas que l'Allemagne mérite d'y être pour commencer. Ils n'ont rien appris et j'en parle et j'écris à ce sujet tout le temps. Et ils disent moi, que c'est une humiliation. Eh bien, l'Allemagne, tu t'es humilié toi-même et donc les Russes n'ont plus vraiment de scrupules maintenant à, eh bien, en gros, rejeter l'Allemagne en tant que telle. Ce n'est pas la culture allemande. Les Russes aiment, vous savez, l'Allemagne, vous savez, comme Schilling, ils aiment Schiller, vous savez, la grande musique, la musique allemande, les compositeurs et des choses comme ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait qu'ils ont perdu un pays et qu'ils doivent, vous savez, faire avec cette fin. L'Allemagne n'existera probablement plus en tant que telle d'ici 20 ans. Et en général, la plupart des grandes nations européennes, elles cesseront d'exister en tant que nation. Surtout quand on regarde, par exemple, même la France. Et ils sont envieux parce que oui, ils viennent de Paris qui pue l'urine remplie de saleté, la saleté des sans-abri, des personnes sans domicile, et vous savez, toutes sortes de voleurs à la tire, de pickpockets, si vous voulez. C'est le crime total, l'absence totale de loi, et oui, il y a encore quelques endroits touristiques qui sont agréables. Non, non, ils ne sont pas agréables. Ensuite, ils arrivent dans les villes russes et ils n'en reviennent pas. Eh bien, et vous allez être pauvre. Vous êtes déjà pauvre et vous ne comprenez même pas ce qui vous attend. Pour les États-Unis aussi, nous devons comprendre cela. Je vis aux États-Unis. C'est mon pays, essentiellement à toutes fins utiles. Je suis russo-américain. Mais voir ce qui est fait à ce pays par cette bande totalement incompétente des forces israéliennes qui ont essentiellement vendu le pays à toutes sortes d'intérêts, qu'ils soient corporatifs ou autres, et à des lobbyistes étrangers, c'est tout simplement ahurissant. Je ne reconnais pas le pays. C'était autrefois très beau. Ce n'est plus le cas. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de tout cela. Et comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, merci de vous abonner à ma chaîne, et ceux qui le peuvent, merci de me soutenir sur Patreon ou de m'offrir un café sur Tube, cela me permettra de continuer dans ce métier. Et je tiens évidemment à exprimer ma profonde gratitude à mes merveilleux mécènes, les personnes qui me soutiennent. C'est grâce à vous que je peux faire ce que je fais, les amis. Que puis-je dire?
Passez un bon week-end qui arrive et on se reparle plus tard, les amis. Au revoir. Maintenant que vous avez vu l'intégralité de la vidéo, je voudrais revenir sur ce que j'appelle le fil conducteur caché de tout ce que Martianov a dit aujourd'hui. Nous sommes en train d'assister, en temps réel, à la fin de la supériorité aérienne et balistique que l'Occident tenait pour acquise depuis la guerre du Golfe de 91. Rappelons les faits. En janvier 91, lorsque la coalition dirigée par les États-Unis a lancé l'opération Tempête du désert, le monde entier a été sidéré par la précision chirurgicale des frappes de missiles Tomahawk et des bombardiers furtifs F-117. Ce spectacle télévisé, car c'était déjà une guerre médiatique, a installé dans l'imaginaire collectif occidental une conviction: la supériorité technologique américaine est insurmontable. Cette conviction a survécu à la Somalie, à l'Irak de 2003, à l'Afghanistan pendant 20 ans. Elle est en train de mourir en Ukraine. Martianov cite un chiffre qui doit s'imprimer dans vos mémoires. 156 598 drones abattus depuis le début de l'opération militaire spéciale. Prenons même un chiffre arrondi à la baisse. Disons 70 000 missiles de défense antiaérienne tirés par la Russie pour intercepter ces seuls drones, ce qui signifie que la Russie a produit, en 3 ans de conflit actif, plus de missiles de défense antiaérienne que l'ensemble de l'OTAN n'en a en stock aujourd'hui. Ce n'est pas une assertion idéologique. Des rapports du Kiel Institute, du CSIS, et même du Congressional Research Service américain, convergeant vers cette conclusion, les capacités de production de munitions de l'OTAN ont été structurellement sous-dimensionnées depuis la fin de la guerre froide. La raison historique de ce sous-dimensionnement est simple. Après 4-20-11, les élites stratégiques occidentales ont collectivement décidé que les guerres futures seraient courtes, expéditionnaires et asymétriques. Ce qui signifie qu'on ne combattrait plus jamais un adversaire symétrique capable de vous consommer des stocks à ce rythme. C'était une erreur de catégorie, une erreur que les Russes, eux, n'ont pas commise, parce que leur doctrine militaire n'a jamais abandonné le paradigme de la guerre industrielle à grande échelle. Passons maintenant à la situation sur le terrain, parce que les cartes que Martianov montre sont sûrement plus parlantes que n'importe quel discours. Konstantinivka est en train d'être encerclée selon le modèle classique des opérations d'encerclement soviétique, ce qu'on appelle en russe le kotiol, le chaudron. Ce modèle remonte à Stalingrad en 1942-1943, où 200 000 soldats allemands ont été pris en étau et contraints à la capitulation. Il a été réutilisé à Falaise, en Normandie, par les Alliés en 1944, à Dien Bien Phu par le Vietnam en 1954, et aujourd'hui à Konstantinivka par les forces russes. La particularité tactique ici, c'est que les Russes ne ferment pas complètement l'encerclement. Martianov l'explique avec une précision qui trahit sa formation militaire sérieuse. On laisse une ouverture pour permettre à l'ennemi de se replier, ce qui évite une résistance désespérée, coûteuse en virus, et qui permet de vider la poche sans combat urbain. C'est le principe dit du sac ouvert, qui était déjà au cœur de la doctrine de Georgi Zhukov lors des grandes opérations de l'été 1944 sur le front de l'Est. La situation à Zaporizhia est encore plus révélatrice. Les Russes contrôlent désormais les hauteurs autour de Kamianske, ce qui signifie qu'ils tiennent le commandement du terrain, l'avantage de l'altitude, sur l'ensemble du secteur. Pour comprendre ce que cela représente concrètement, pensez à la bataille de Khe Sanh au Vietnam en 1968. Les Marines américains, assiégés dans leur base en contrebas, ont subi des pertes catastrophiques, précisément parce que le Viet-Cong contrôlait les collines environnantes. L'histoire militaire est constante sur ce point. La topographie décide souvent du résultat, avant même le premier coup de feu. Martianov soulève un point que la plupart des médias occidentaux évitent soigneusement. La présence de conseillers militaires de l'OTAN sur le territoire ukrainien, leur rôle dans la coordination des frappes et les implications légales et stratégiques de cette présence. Je vais être précis ici, parce que c'est un sujet qui mérite de la rigueur. Il est établi, et cela a été confirmé par des sources comme le Wall Street Journal, le New York Times et le magazine Der Spiegel entre 2022 et 2025, que des officiers
de renseignement américains, britanniques et français, sont présents en Ukraine dans des rôles de conseil et de coordination du renseignement. La question qui se pose du point de vue du droit international des conflits armés est de savoir à quel moment un conseiller militaire devient un combattant. La Convention de Genève et ses protocoles additionnels de 1977 sont relativement clairs. Dès lors qu'un individu participe directement aux hostilités, y compris en coordonnant des frappes ou en fournissant du renseignement opérationnel en temps réel, il perd son statut protégé de non-combattant. C'est ce cadre juridique que Poutine active implicitement lorsqu'il parle de cibler les centres de décision. Il ne dit pas qu'il va bombarder des ambassades. Il dit que les personnes qui coordonnent des frappes sur des civils russes depuis des bunkers en Ukraine sont des cibles militaires légitimes au sens du droit de la guerre. C'est une position défendable, juridiquement, même si elle est sûrement dérangeante à entendre pour les chancelleries occidentales. Le précédent historique le plus proche peut être celui des soviétiques en Afghanistan dans les années 80. À l'époque, la CIA coordonnait, depuis le Pakistan, les opérations des Moudjahidines, fournissait les missiles Stinger qui permettaient d'abattre les hélicoptères soviétiques et gérait la logistique de l'ensemble du réseau de résistance. Les soviétiques le savaient. Ils ont choisi, pour des raisons géopolitiques évidentes, de ne pas frapper le territoire pakistanais. La Russie de 2026 est dans une position différente, parce que les conseillers de l'OTAN sont sur le territoire du conflit lui-même, ce qui signifie que la contrainte géopolitique qui existait pour l'URSS en Afghanistan n'existe pas ici de la même façon. Permettez-moi maintenant de m'arrêter sur quelque chose que Martianov mentionne avec une certaine jubilation, et qui mérite qu'on le prenne au sérieux analytiquement. L'économie russe ne s'est pas effondrée. Non seulement elle ne s'est pas effondrée, mais elle est en croissance, notamment dans les secteurs de la défense et de la substitution aux importations. Rappelons le contexte. En février 2022, lorsque les sanctions occidentales ont été annoncées, un consensus quasi unanime s'est formé parmi les économistes du FMI, de la Banque mondiale et des grandes banques d'investissement. L'économie russe allait subir une contraction sévère et durable, de l'ordre de 10 à 15% du PIB, comparable à la crise de 98. Ce consensus était fondé sur 3 hypothèses. Premièrement, la Russie ne pourrait pas se passer des technologies occidentales. Deuxièmement, le rouble s'effondrerait. Troisièmement, les hydrocarbures russes ne trouveraient pas de nouveaux débouchés. Les 3 hypothèses se sont révélées fausses, ou du moins partiellement fausses. La Russie a réorienté ses exportations d'hydrocarbures vers la Chine, l'Inde et d'autres membres du G20 qui ont refusé de rejoindre le régime de sanctions. Elle a accéléré un programme de substitution aux importations, qu'elle avait commencé timidement après 2014, et son économie de guerre a généré une demande intérieure suffisamment forte pour compenser une grande partie des pertes liées aux sanctions. La Banque centrale russe elle-même, dans ses rapports trimestriels de 2024 et 2025, faisait état d'un chômage au plus bas historique et d'une croissance industrielle positive. Ce n'est pas propre à la Russie, c'est une constante historique que les économies en guerre, lorsqu'elles ont une base industrielle suffisante et un accès à des ressources naturelles, tendent à se adapter plus vite que les économies de paix. L'économie américaine l'a démontré entre 1939 et 1945. L'économie soviétique l'a démontré dans des conditions bien plus difficiles, entre 1940 et 1945. Et l'économie iranienne l'a démontré, à sa façon, sous 30 ans de sanctions américaines. C'est une leçon que les stratèges de Washington semblent systématiquement oublier. Martianov fait une parenthèse brève, mais significative, sur l'agression israélo-américaine contre l'Iran, et je voudrais m'y arrêter parce qu'elle est directement liée à la logique globale que nous suivons sur cette chaîne. Ce que nous observons depuis le début de l'année 2026, c'est une démonstration simultanée sur 2 théâtres, Ukraine et Iran, des limites de la puissance militaire américaine. En Ukraine, la Russie a absorbé 3 ans de guerre d'usure et de sanctions sans s'effondrer. En Iran, la République islamique a survécu à des frappes que les analystes du CSIS décrivaient comme potentiellement décisives, et elle contrôle toujours les approches stratégiques du détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial. Le précédent historique qui me vient ici est celui de la guerre de Corée
de 50 à 53. Les États-Unis, à la tête d'une coalition des Nations Unies, ont mobilisé des moyens considérables contre la Corée du Nord et l'entrée en guerre de la Chine populaire. Le résultat a été une armistice, ce qui signifie une non-victoire. La Chine, pays ravagé par des décennies de guerre civile et étrangère, avait tenu tête à la première puissance militaire mondiale. Cette non-victoire a profondément marqué la psychologie stratégique américaine et a posé les bases des erreurs d'appréciation au Vietnam une décennie plus tard. Aujourd'hui, l'Iran de 2026 n'est pas la Corée du Nord de 50. C'est une puissance régionale avec des capacités balistiques avancées, un réseau d'alliés non étatiques structurés, le Hezbollah, les Houthis, les milices irakiennes, et une expérience de 3 décennies de survie sous pression maximale. Chaque frappe qui ne réussit pas à déstabiliser le régime renforce la conviction dans les capitales du Sud global que la puissance américaine est surestimée. Et cette conviction est en train de remodeler le système international d'une façon qui sera, je pense, irréversible à l'échelle d'une génération. Martianov est particulièrement virulent dans cette vidéo contre ce qu'il appelle les médias de guerre, ce qui signifie les grands médias anglo-saxons et européens qui couvrent le conflit ukrainien. Je vais être plus nuancé que lui sur ce point, parce que la rigueur analytique l'exige, mais je vais aussi dire pourquoi sa critique de fond est sûrement justifiée. Il y a une différence importante entre un journaliste qui se trompe de bonne foi, un journaliste qui s'auto-censure par peur des représailles institutionnelles, et une institution médiatique qui produit délibérément un narratif trompeur au service d'intérêts politiques. Les trois existent. La première catégorie est normale et humaine. La deuxième est un problème structurel que les chercheurs en sciences de l'information documentent depuis des décennies, notamment Noam Chomsky dans son modèle de la propagande de 58, repris et mis à jour dans Manufacturing Consent en 428. La troisième est plus rare, mais elle existe. Et les archives déclassifiées du programme Mockingbird de la CIA, qui subventionnait des journalistes et des médias pendant la guerre froide, en fournissent la preuve documentaire. Ce que je vous recommande concrètement sur cette chaîne, c'est de diversifier vos sources d'informations selon un principe simple. Pour chaque affirmation factuelle sur le conflit ukrainien ou la situation iranienne, cherchez la source primaire. Si on vous dit que les forces ukrainiennes ont repoussé une attaque russe à tel endroit, cherchez la carte, cherchez les coordonnées GPS des images satellites, comparez avec les rapports de l'Institute for the Study of War, du Russian Ministry of Defense et des sources indépendantes comme Rybar ou Deep State. La vérité est sûrement dans l'écart entre ces sources, pas dans l'une d'entre elles seule. Je veux terminer sur une note qui dépasse la conjoncture militaire, parce que c'est ce qui donne son sens à tout ce travail analytique que nous faisons ensemble sur cette chaîne. Nous vivons, je le dis avec toute la conviction que me donnent des années d'analyse géopolitique, une transition d'ordre mondial comparable à celle de la fin du XIXe siècle. À cette époque, la Grande-Bretagne était la puissance hégémonique mondiale, avec la marine la plus puissante, le système financier dominant, un empire qui couvrait un quart de la surface terrestre, puis, entre 1890 et 1945, cet ordre s'est effondré au profit d'un nouveau système centré sur les États-Unis. Ce processus a duré 50 ans et a coûté 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans la position de la Grande-Bretagne d'avant 14. Ils restent la puissance dominante, mais leur hégémonie est contestée simultanément sur le plan militaire en Ukraine et en Iran, sur le plan économique par la montée du commerce en yuan et en rouble dans le cadre des BRICS, et sur le plan idéologique par la remise en cause du narratif de la démocratie libérale comme modèle universel. Cela ne signifie pas que les États-Unis vont disparaître comme puissance. Cela signifie que le monde unipolaire de 2001, symbolisé par la déclaration du New American Century, est terminé. La Russie et l'Iran, dans ce contexte, ne sont pas simplement des adversaires de l'Occident. Ce sont les puissances qui incarnent, pour une large partie du monde, la possibilité d'un ordre international alternatif, fondé sur la souveraineté nationale, le respect des cultures et des civilisations, et la résistance
à une hégémonie que beaucoup perçoivent comme néocoloniale. C'est pourquoi ces conflits sont suivis avec une telle intensité en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine. Ce n'est pas de l'anti-américanisme primaire, c'est de l'histoire en train de se faire. Voilà ce que nous suivons sur cette chaîne, voilà pourquoi chaque vidéo que nous analysons ici a une valeur qui dépasse l'actualité du jour. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, si elle vous a aidé à comprendre un peu mieux ce monde en mouvement, abonnez-vous à Monde Multipolaire, partagez cette vidéo avec les personnes de votre entourage qui cherchent des analyses sérieuses et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je lis tout, à très bientôt!